Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République a échangé ce mardi avec l'ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire. Mohamed Naoufel Labidi est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux au président Ouattara et rappeler la qualité des relations entre les deux pays. Depuis ce matin, l'utilisation de la vidéo-verbalisation dans la circulation est effective en Côte d'Ivoire. Ce système de contrôle routier capte les infractions via les caméras de surveillance sur nos routes et permet une verbalisation à distance. Quel est son circuit de fonctionnement? Quel usager de la route est concerné par la vidéo-verbalisation? Les réponses à suivre dans ce journal. Et puis dans l'actualité culturelle, l'ouverture ce mardi du FEMUIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumimbo. La 13e édition reportée en raison de la crise sanitaire démarre enfin. À l'affiche, une vingtaine d'artistes, dont des grosses pointures internationales. En plus des concerts, il est prévu de grandes innovations et la construction de 2 écoles. Tout d'abord, cet entretien que le président Alassane Ouattara a eu avec Mohamed Naoufel Labidi, ambassadeur de la République tunisienne en Côte d'Ivoire. Le diplomate, en fin de mission, a fait ses adieux au chef de l'État ivoirien et rappelé la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays. Pierre-Di Pomelin, Karine Kassi. Fin de mission pour Mohamed Naoufel Labidi, ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire, après 4 ans et demi en terre ivoirienne. Venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara, le diplomate tunisien a salué le leadership reconnu du président ivoirien dans la sous-région ouest-africaine et au-delà. Il a aussi saisi l'occasion pour rappeler la qualité des relations politiques, mais aussi économiques, entre Tunis et Abidjan. Vous savez, les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en 1965, donc juste après la dépendance de la République de Côte d'Ivoire. Et pratiquement, c'est l'un des rares pays en Afrique où il n'y a pas de visa entre les deux pays pour le voyage des Ivoiriens en Tunisie ou des Tunisiens et Tunisiennes en Côte d'Ivoire. On a des relations politiques excellentes, donc, qui sont gérées par une grande commission mixte qui se tient une fois à Abidjan, une fois à Tunis, tous les 2 ans. Et au niveau des relations économiques, j'ai cité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que lorsque moi j'ai présenté mes lettres d'accréditation le 21 décembre 2016, on comptait uniquement 42 entreprises tunisiennes ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à 160. 160 entreprises tunisiennes qui ont reçu leur agrément du CPC. 2000 Tunisiens vivent en Côte d'Ivoire, la plus importante communauté en Afrique subsaharienne. L'ambassadeur tunisien Mohamed Naoufel Labidi a invité le président Alassane Ouattara à effectuer une visite officielle dans son pays. Je vous l'annonçais en titre, depuis ce matin, l'utilisation de la vidéo-verbalisation dans la circulation est effective en Côte d'Ivoire. En clair, si vous êtes un automobiliste et que vous enfreignez le code de la route, des images de votre infraction sont captées par un système de vidéosurveillance qui permet de remonter à vous et vous coller une amende. Ce système de contrôle routier capte les infractions via les caméras de surveillance sur les routes et permet une verbalisation à distance. Quel est son fonctionnement? Quel usager de la route est concerné par la vidéo-verbalisation? Les réponses à suivre dans ce sujet de Nadia Edja et Mathurin Badé. Système de contrôle à distance des infractions routières. La vidéo-verbalisation s'appuie sur un réseau de caméras radars installées sur les différents axes. Cet outil informatisé obéit à un circuit en plusieurs étapes. En premier lieu, la caméra capture et transmet l'incident au centre de gestion de la mobilité intégrée. Lui, à son tour, traite les données reçues. Puis, les forces de l'ordre constatent l'infraction qui est ensuite notifiée par SMS ou physiquement. Dès lors, le contrevenant dispose d'un délai réglementaire de 30 jours pour payer son amende en agence, par carte bancaire ou par transfert d'argent mobile. Ce sont des caméras de dernière génération, donc dotées d'une technologie via l'intelligence artificielle qui permet uniquement de capturer les infractions au code de la route telles que l'excès de vitesse, le passage au feu rouge éventuellement.
tous les types de véhicules sont concernés, les motocyclettes. La notification est envoyée uniquement au propriétaire du véhicule. Il est absolument impératif de créer son compte au niveau de la page iservice.cgi.ci et il a la possibilité là de consulter les éléments constituant cette infraction. Et aussi, lorsqu'il reçoit le SMS, donc il y a un lien PDF, lorsqu'il clique sur le lien, il a aussi le PDF qui affiche le visuel de la contravention ainsi que l'amende à payer. Dans le district d'Abidjan et plusieurs grandes villes du pays, la vidéo-verbalisation est entrée en vigueur depuis ce mardi 7 septembre. Une nouveauté dans le transport et la sécurité routière. Du moment qu'on a toutes les preuves photographiques qui sont là, avec les preuves effectivement que l'infraction a été commise, la contestation ne peut pas se faire parce que visiblement, vous êtes propriétaire du véhicule et c'est vous qui avez commis l'infraction. Il y a des voies de recours parce qu'il se peut que moi, à l'instant T, ce n'était pas moi qui étais le conducteur. À ce jour, plus de 6000 caméras de surveillance des routes sont actives. Malgré l'absence d'une présence physique lors de la verbalisation par vidéo, toutes les dispositions ont été prises par le ministère des Transports et celui de l'Intérieur pour épingler les contrevenants. L'objectif du ministère des Transports en mettant en place ce système est de réduire au maximum le nombre d'accidents de la route. La sensibilisation a duré 6 mois. C'est désormais l'heure de la répression avec l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation ce matin. Le constat de ce nouveau départ et l'avis des usagers dans ce reportage de Nadia Eidja et Mathurin Badet. Après 6 mois de sensibilisation au respect du code de la route, puis l'opérationnalisation de la vidéo-verbalisation, place à la répression contre les mauvaises conduites dans la circulation. En première ligne, les forces de l'ordre, pour les encourager et constater la mise en pratique de la tolérance zéro contre l'incivisme routier, le préfet de police était aux côtés de ses agents pour faire le point de cette première journée. Toutes les forces de police sont à la tâche pour mettre à exécution la seconde phase, qui est la phase de répression. Ceux qui n'ont pas les pièces en règle, qu'ils gardent et qu'ils partent se mettre à jour au niveau des services de ministère des Transports. Il a appelé les uns et les autres à faire preuve de civisme. À nos agents, nous disons de travailler dans le proportionnalisme, d'appliquer les consignes, de ne pas faire d'abus. Et les automobilistes également, c'est un signal. Nous avons fait plusieurs mois de sensibilisation. Donc qu'ils sachent qu'au bout de la sensibilisation, il y a la répression. Toutes ces opérations consistent à sauver des vies. Dans cette lutte pour la sécurité routière sont aussi engagés les transporteurs qui multiplient les rencontres de sensibilisation. À la gare du Zoo, ils ont invité les chauffeurs à préserver en priorité les vies. Un chauffeur en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui a son permis en règle. Un bon chauffeur, c'est celui qui respecte le code de la route. Un bon transporteur, c'est celui qui donne un bon camion à son chauffeur. Et désormais, en Côte d'Ivoire, nous voulons des chauffeurs professionnels, nous voulons des transporteurs professionnels. Les Ivoiriens en ont besoin, il y a trop d'accidents. Il y a trop d'accidents. Si tu ne veux pas que ton parent meure, donc alors mets-toi en action pour ne pas que le fils ou le père de l'autre aussi meure par ton incivisme. Des vœux repris en chœur par la population qui n'a que trop souffert des accidents de la route. Pour elle, l'utilisation de la vidéo-verbalisation accompagnée de répression est la bienvenue. C'est bon de sensibiliser, d'éduquer, mais après la phase de sensibilisation et d'éducation, pour moi, il est opportun aujourd'hui de passer à la phase de répression pour que ça fasse les gens et puis chacun de nous puisse savoir que dans un pays, dans un monde humain, il y a des règles, il y a des tests qu'il faut respecter. La corruption, c'est ce qui entraîne aussi l'abandon de toutes les démarches prises par le gouvernement. Donc j'encourage vraiment les vidéosurveillances qui vont limiter un peu les arrangements sur le terrain. Un centre d'assistance joignable au 1302 est ouvert pour informer et orienter les usagers de la route sur les différentes démarches administratives. Toutes ces actions du gouvernement répondent à une volonté de réduire le nombre d'accidents qui constituent la première cause de mortalité chez les 0 à 29 ans. Environ 12 000 accidents sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire, avec en moyenne 1200 morts et 21 000 blessés. Depuis quelques semaines, l'opération de déguerpissement des ménages sur l'emprise du métro d'Abidjan a démarré.
Une opération qui suscite désolation chez les impactés qui disent ne pas avoir reçu d'indemnisation avant de voir leur maison détruite. Ce matin, au plateau, ils ont tenu un sit-in pour dénoncer la lenteur du paiement des indemnisations. On retrouve Nadia Edja, Mathurin Badé et Aruna Zeba. À Bobo, à Nonquois. Depuis le 27 août dernier, Patricia a élu domicile dans cette école primaire. Les raisons ? La démolition de la maison qui l'abritait dans le cadre du projet de construction du métro d'Abidjan. Ils nous ont promis qu'ils allaient nous dédommager. Moi, jusque-là, on n'a rien. On est parti jusqu'au plateau. À la rue, là-bas, pour aller déposer les papiers. Bon, pour le moment, on ne nous a pas appelés. Bon, on nous a dit qu'ils ont commencé à dédommager d'autres, mais c'est pas, je ne sais pas comment ils disent, si c'est pas commune ou je ne sais pas. Tiraillée entre l'urgence de trouver un logement et l'inscription scolaire de ses 5 enfants, elle plaide pour le paiement de son indemnisation. Elle a caution de pas faire de 400 000, 500 000. Elle a pas besoin du. Pour le moment, même la monsieur n'a même pas encore inscrit les enfants. Rien. Inscription en ligne, même là, hier, il a appelé, il m'a dit, pour le moment, là, c'est un docteur d'abord, je cherche pour vous. Il ne sait même pas comment je vais faire. D'ailleurs, mes enfants ne sont même pas encore inscrits. Comme elle, plusieurs autres parents se retrouvent à la rue. Ils souhaitent tous l'accélération du processus de dédommagement. Les impactés encore en attente de leur indemnisation se sont rendus ce matin au plateau devant la cellule d'exécution du plan d'action et de réinstallation et grogne. Ce qui a été donné comme réponse, on va être dédommagé. Vous allez être dédommagé. Voilà comment le temps a été pris dans cette phrase. Vous allez être dédommagé, mais quand? Normalement, nous pensions que nous devions être dédommagés avant la démolition de nos bâtis. Depuis nos premières prises de contact avec les différentes réunions que nous avons eues, ils nous ont en tout cas confirmé et rassuré qu'ils vont nous dédommager. Ça a dû déjà 4 ans, 3 à 4 ans. Ils nous ont dit qu'on sera dédommagé avant qu'ils ne cassent les maisons. Ils allaient même nous donner un délai pour qu'on quitte les lieux, pour qu'ils cassent les maisons. Nous étions d'accord parce que nul n'est contre le développement d'un pays. À notre grande surprise, moi-même je dormais. Quand on m'a réveillé pour dire que les engins sont là. Mardi, on a cassé à Bobo. Le mercredi, je suis venue ici. Ils ont dit oui que les propriétaires, c'est les bâtis. Et les bâtis même n'ont pas été évalués selon leur valeur. Mais on dit donnez-nous ce que vous nous avez promis et puis on va quitter les lieux. Maintenant, on dort à la Belle Étoile. Nos enfants sont à la Belle Étoile. Vous allez dans les écoles BAD, vous allez trouver des malades, des femmes dans les écoles. Et ceux-là, on veut les chasser de l'école parce qu'il y a la rentrée. Et toujours, c'est le même langage. On va vous appeler et on ne nous appelle jamais. Où on va? Nos tentatives pour en savoir plus auprès des structures compétentes sont restées vaines. Le mouvement ivoirien des droits humains MIDH, en collaboration avec ses partenaires, tire la sonnette d'alarme dans un rapport sur les conséquences de la privatisation et la marchandisation de l'école. L'organisation a produit un rapport rendu public ce mardi face à la presse en présence de Yéli Traoré et Fulgence Kissiedou. Depuis 1992, la Côte d'Ivoire assiste à une croissance sans précédent des acteurs privés dans le secteur de l'éducation. L'impact de ce phénomène en termes de qualité des contenus éducatifs, de ségrégation territoriale et d'inégalité sociale est devenu un défi majeur pour les défenseurs et acteurs du droit à l'éducation. D'où la volonté du mouvement ivoirien des droits de l'homme MIDH de rappeler le respect des principes d'Abidjan visant à maintenir la qualité de l'éducation. Le respect des principes d'Abidjan devrait servir donc de garde-fou à la marchandisation de l'école qui a été le corollaire de la privatisation à outrance du secteur. Le traitement au niveau des enseignants qui n'est pas de qualité, qui ne respectent pas les conventions dans la majorité des cas, et ces enseignants-là ne sont pas déclarés à la CNPS. Et pour beaucoup d'entre eux, ils vivent dans la précarité et tout, parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés, ils n'ont pas de contrat signé avec les promoteurs. Alors que les tests, dans notre étude, on a pu montrer, par exemple, que la plupart des établissements avaient à peine 5 permanents. Alors que les tests disent clairement que dans les établissements privés, on doit avoir au moins 2/3 des enseignants doivent être des permanents. Et donc c'était important qu'on relève cela pour que justement dans
la régulation qui va se faire, donc que l'État puisse réguler le secteur privé de l'éducation. La démarche du MIDH trouve un écho favorable auprès des partenaires de l'éducation, comme l'UNESCO, ainsi que des parents d'élèves. Je trouve que l'étude est extrêmement sérieuse, avec des résultats sur lesquels nous devons réfléchir et travailler, en sachant que je ne peux pas cacher l'inquiétude de l'UNESCO sur une privatisation croissante de l'éducation. C'est un rapport excellent, un rapport qui fait un diagnostic clair de la situation de l'école en Côte d'Ivoire. Le constat qui s'impose à nous, c'est que l'école privée a pris le pas sur l'école publique. Or, nous sommes dans un pays qui tente d'émerger et les populations n'ont pas suffisamment de moyens financiers. Et si on se contente de cela, il y a beaucoup de parents qui ne pourront donc pas faire scolariser leurs enfants. Donc nous souhaitons qu'il y ait plus d'établissements publics financés par l'État de Côte d'Ivoire que d'établissements privés. C'est notre message, donc je lance l'appel dans ce sens-là pour que les parents puissent scolariser leurs enfants. Nous sommes là pour la défense de l'intérêt des enfants et de leurs parents. Selon le rapport du MIDH, les insuffisances de l'enseignement public sont à mettre au compte du financement limité et décroissant de l'éducation de 1992 à 2019, bien en deçà des 5 à 6% du PIB, considéré comme minimum pour assurer une éducation de qualité. Dans l'actualité culturelle, l'ouverture ce mardi du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, la 13e édition qui n'a pu se tenir l'année dernière en raison de la crise sanitaire démarre enfin. À l'affiche, une vingtaine d'artistes dont de grosses pointures internationales. En plus des concerts, il est prévu de grandes innovations et la construction de 2 écoles. Le point avec Brice Niawa et Tanguy Conan. Venus de l'étranger et de toutes les communes du district d'Abidjan, les amoureux de la musique ont pris d'assaut l'INJS à Marcory. C'est la cérémonie de lancement du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Cette 13e édition, la première depuis la survenue de la Covid-19, est placée sous le thème Alliance Europe-Afrique, paix et développement. Alors, en choisissant de placer le FEMUA sur le thème Alliance Afrique-Europe, paix et développement, l'Union européenne s'est simplement inscrite dans la continuité avec ce qu'on a fait avec la Fondation Magic System, mais à une échelle plus large. Parler des valeurs qui nous ressemblent, qui nous unissent, qui unissent les peuples africains et européens, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais à l'échelle du continent, aussi bien africain que européen. La paix et le développement figurent parmi ces valeurs communes. Le FEMUA, c'est aussi des actions sociales. Cette année, 2 écoles primaires seront construites dans les villes de Tanda et de Vavois. La pose symbolique de pierre s'est faite ce matin à l'école Magic System d'Anoumabo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de relancer ce FEMUA qui, pour moi, caractérisera la reprise des actions culturelles, surtout du secteur de la musique en Côte d'Ivoire. Le FEMUA, au-delà d'être un festival musical, est un festival dont l'artère principale, dont la colonne vertébrale est le social. Plus de 20 artistes nationaux et internationaux vont se succéder sur la scène pour le bonheur des festivaliers. Le pays invité d'honneur est le Sénégal. Vous offrez ainsi au Sénégal, après une première tentative infructueuse de 2020, l'occasion de marquer à la face du monde autant l'importance de cette manifestation de portée internationale que sa solidité des liens multiformes, séculaires, indestructibles unissant nos 2 pays frères. Le social hardi développé par les organisateurs du FEMUA, visible aussi bien dans la construction des centres de santé, des écoles à Abidjan comme à l'intérieur du pays, établit un lien affectif très étroit entre le peuple et le FEMUA.
Ce festival apporte ainsi sa pierre à la construction et au développement de la Côte d'Ivoire en permettant aux jeunes d'accéder à la connaissance et à la formation en favorisant le bien-être social à travers des infrastructures de santé qu'ils offrent aux populations les plus vulnérables. Ce grand rendez-vous culturel est une occasion pour les organisateurs d'inviter les populations à se faire vacciner contre la Covid-19. Ce FEMUA 13, parrainé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, se tiendra du mardi 7 au dimanche 12 septembre prochain à Abidjan et à Bassam. On termine avec cette note de sport football. Les Lions du Cameroun ont été domptés hier par les éléphants de Côte d'Ivoire lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Victoire des Ivoiriens sur un score de 2-1 au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, grâce notamment à un doublé de l'attaquant Sébastien Haller. Les éléphants reprennent ainsi la tête du groupe D, de quoi réjouir le sélectionneur ivoirien Patrice Baumel qui salue la performance de ses joueurs. Salif Yalekwe, Aruna Zeba. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu lundi soir le Cameroun par le score de 2-1 dans le cadre de la deuxième journée du deuxième tour des éliminatoires du mondial de football Qatar 2022 au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Les éléphants footballeurs ont imposé à la première mi-temps leur jeu aux Lions indomptables. À la 20e minute, le Cameroun prend un penalty transformé par l'attaquant ivoirien Sébastien Haller. 9 minutes plus tard, le buteur ivoirien Sébastien Haller revient à la charge, prend à contre-pied le portier camerounais, marquant le second de la Côte d'Ivoire. Ce score va rester jusqu'à la fin de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les Lions indomptables mettent la pression sur les pachydermes et obtiennent un penalty qui sera porté au filet à la 61e minute par un attaquant camerounais portant le score à 2-1. Le score final de cette opposition. La Côte d'Ivoire se relance ainsi avec cette victoire face au Cameroun, avec un point d'avance sur les Lions indomptables après le match nul au Mozambique. Patrice Baumel a salué en conférence les performances de ses poulains. Le plus important, c'était de prendre ces 3 points à la maison ce soir. C'est un véritable marathon. Et chaque pas qui passe, on construit un mur, on monte, mais il faut se remettre en question, il faut continuer d'avancer, faire un capital confiance. Mais vous savez comme c'est difficile de voyager en Afrique. Donc dans un mois, dans 3 semaines déjà, on se retrouve. Le message que j'ai fait passer aux joueurs juste avant de venir vous voir, c'était on savoure ce soir. Vous allez tous repartir dans vos clubs, mais ayez une pensée pour l'équipe nationale. La pelouse n'est pas forcément de très bonne qualité. Malheureusement pour les joueurs, ça s'en fait sentir. Que ce soit dans l'intensité du match ou dans la circulation de balles, c'est pas toujours simple. Et donc, d'où l'importance de marquer le premier but qui amène beaucoup de confiance. On n'a pas à se mettre la pression pour la suite des qualifications. Je crois qu'il y a encore 4 matchs qui nous restent à venir, mais parmi lesquels un match à domicile contre la Côte d'Ivoire, je crois que ce sera le match le plus important et le plus déterminant. Si nous continuons à jouer nos matchs, les 2 prochains matchs contre le Mozambique, si nous faisons des bons résultats, tout est encore possible. Les prochains matchs sont prévus en octobre. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi.